Vous êtes sur KVTV, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, des victimes civiles et militaires des événements du 4 novembre dernier ont reçu les derniers hommages ce vendredi au Palais Mohamed V de Conakry en présence du président de la transition et des familles des victimes. Des distinctions honorifiques à titre posthume ont été décernées à ces hommes et femmes. Le compte rendu de la cérémonie à suivre dans un instant. Et puis nous prendrons la direction de la préfecture de Massanta dans le sud de la Guinée. Là-bas, les populations endurent une souffrance extrême. Vous allez le voir, l'agriculture, seul moyen de subsistance, peine à nourrir, ce qui plonge la ville dans une véritable pauvreté. Premier exploit pour le Sili national de Guinée ce vendredi face à l'Ouganda au compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Poulains de Kabadiawara se sont imposés grâce à une réalisation de Seyd Bassissé à la 95e minute, une victoire diversement commentée par les supporters. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir. Je vous le disais au sommaire, tenu ce vendredi des obsèques nationales suivies d'un cérémonial militaire à la mémoire des victimes civiles et militaires des événements du 4 novembre 2023. La cérémonie a connu la participation du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, des membres du gouvernement, des familles des victimes et la hiérarchie militaire. Des distinctions honorifiques à titre posthume décernées à ces victimes. Abdallah Kamara, décryptage. Moment d'émoi, de tristesse et de vive émotion au Palais Mohamed V de Conakry. Des victimes civiles et militaires tombées le 4 novembre bénéficient des derniers hommages de la nation. Tristesse et consternation caractérisent cette cérémonie. Sur les visages, pas besoin de qualificatifs. Sergent-chef Alassane Condé, sergent-chef Fadama Condé, sergent-chef Mohamed Diawara, caporal-chef Richard Nyakoyhaba, Alseni Keïta, infirmier d'État, et Marie-Angèle Abouralil ont tous été arrachés à l'affection de leurs familles respectives. Leur sacrifice éternel doit vivre et survivre à chaque instant, car la mort arrache le superficiel, le décor et le corps. Cependant, elle n'a pas d'effet sur les œuvres. Des médailles des croix de guerre décernées à titre posthume à ces soldats tombés armes en main. Le titre de chevalier de l'Ordre national du mérite à titre posthume aux civils. Des familles résignées ont du mal à accepter cette triste réalité. Le chef de l'État, visiblement très touché, ne déclinera que quelques mots. Les sergents-chefs Alassane Condé, Mohamed Diawara, Fadama Condé et le caporal-chef Richard Nyakoyhaba ont rejoint leurs camarades pour un dernier bivouac. Nous leur souhaitons un bon bivouac. Et pendant ce bivouac, reposez-vous. Mademoiselle Marie-Angèle Alseni Keïta, au nom du peuple de Guinée, nous vous souhaitons et prions Dieu que vous reposez en paix. Amen. Merci. Un dernier recueillement du chef de l'État, accompagné des membres du gouvernement, a mis fin à cette cérémonie. Rencontre ce vendredi à Conakry entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et le personnel de l'appareil judiciaire. Il s'agit des magistrats, des greffiers et des huissiers de justice. Il est question d'échanger sur le fonctionnement des cours et tribunaux, notamment des difficultés qui freinent le jugement des dossiers, ont été débattus au cours de la rencontre en Soubaïlo-Baldé. Le manque criard de magistrats, de greffiers, les difficultés liées à la rédaction des jugements et le manque de moyens logistiques sont les sujets débattus au cours de cette rencontre. Le ministre de la Justice et les acteurs de l'appareil judiciaire entendent trouver des solutions à ces problèmes soulevés pour une réorganisation de la justice.
Ici, on a un problème infrastructurel. On a besoin de ça d'urgence. Parce qu'on a organisé de telle sorte que tous les juges, y compris moi, nous montons non seulement dans les affaires civiles, mais également dans les affaires pénales aussi. Il n'y a pas de juge qui dit moi je ne suis qu'à la section pénale ou bien à la section civile. Comme ça, c'est au vu du volume des affaires que nous avons. Moi, je l'ai toujours dit, c'est que nous sommes en train de faire face à des problèmes qui devraient être résolus depuis longtemps. On ne peut pas tout dire ici, parce que vouloir parler, ce n'est pas bon aussi. Il faut régler les problèmes et éviter de trop parler. Mais combien de projets de la justice étaient abandonnés, personne n'en parle. Présents à la rencontre, nous avons profité pour poser des questions au procureur général près le tribunal de première instance de Sigiri sur la récurrence du phénomène de criminalité dans cette préfecture de la Haute-Guinée. On peut tenter de donner des réponses. Et vous savez, Sigiri, c'est une zone à la fois frontalière et minière qui concentre l'ensemble, tous les types de populations de la Guinée, de la basse-côte en Guinée forestière en passant par la Haute-Guinée, ainsi que certains concitoyens des pays voisins. Et toutes ces cultures-là se retrouvent ensemble à Sigiri. Et vous savez, dans les zones minières encore, leur consommation, la consommation des stupéfiants est trop fréquente. La rencontre du ministre de la Justice et les acteurs des juridictions du pays a toute son importance. Elle a ainsi permis de faire l'état des lieux et faire des propositions pour donner de l'espoir aux justiciables. Autre facette de l'actualité, après l'installation de Kadia Touba au siège du SLEG à Donka, où les serrures des portes ont été défoncées hier jeudi, Aboubakar Souma, jusque-là, propriétaire des lieux, ne compte pas se laisser faire. Il prévoit de porter plainte contre ceux qui seraient à la base de cet acte qu'il qualifie de vandaliste. Le syndicaliste rejette d'ailleurs la légitimité de Kadia Touba à la tête du SLEG, Mariama Bouibali. Aboubakar Souma ne compte pas se laisser faire après cet acte qu'il qualifie de provocation de la part de Kadia Touba et ses alliés. Les portes du siège du mouvement syndical qui ont été défoncées ce jeudi pour l'installation de cette dernière ne doivent pas rester impunies pour le secrétaire général de la structure. Nous avons été informés que les bureaux, n'est-ce pas, du siège, tous les bureaux ont été défoncés et ils ont remplacé, ils ont mis d'autres serrures. Donc nous sommes informés de ça, on a saisi l'autorité, la justice. Nous suivons, nous on ne va pas réagir. Nous suivons, n'est-ce pas, la procédure légale. Donc nous confions à la justice, n'est-ce pas, pour cette infraction. Parce que, je ne sais pas, elle est animée par quoi? Pour aller casser, n'est-ce pas, nos portes. Donc on attend la justice. Comme nous sommes dans un état de droit, on a porté plainte et on attend. Pour Aboubakar Souma, Kadia Touba n'a aucune légitimité pour prendre les rênes de ce mouvement syndical. Elle n'est pas légitime. La légitimité, c'est la majorité. Mais aujourd'hui, comme elle sait colmater les choses, elle a réussi à faire un congrès fallacieux, n'est-ce pas, pour dire que ce sont les représentants de toutes les préfectures. Mais c'est faux. Si elle est légitime, c'est dans son camp. Mais dire que c'est l'ensemble des enseignants, c'est pas vrai. Après le renouvellement des structures à la base, Aboubakar Souma compte lui aussi organiser son propre congrès électif au mois de décembre prochain. L'humanité célèbre ce vendredi la journée mondiale de la prématurité à Conakry. Elle est commémorée pour la 7e fois cette année sous le thème problématique du transfert des nouveaux-nés prématurés à l'INSE. Notre reporter Mama Issata Tawel Kamara s'est rendu à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant INSE à l'hôpital de Donka. Suivez son reportage. Ce vendredi, une quinzaine de femmes détentrices de nouveau-nés prématurés étaient massivement mobilisées à l'INSE. Chacune de ces femmes pratique la méthode kangourou qui consiste à mettre le nourrisson peau contre peau avec la mère pour la communication des deux températures. Fatoumata Koulibaly, mère d'un enfant prématuré, se réjouit de sa situation actuelle. Je suis vraiment heureuse malgré que mon enfant est un prématuré. Depuis que j'ai accouché, tout va bien. Ici à l'INSE, les médecins s'occupent bien de moi.
et de mon enfant. Il n'y a aucun problème. De janvier à novembre, l'INSEE a reçu plus de 508 nouveaux prématurés venus de différentes maternités de Conakry, dont 308 ont survécu et plus de 200 ont perdu la vie. Le directeur général de cet institut veut lutter contre la mortalité néonatale en Guinée. C'est énorme, nous voulons vraiment réduire ce taux de mortalité hospitalier, donc en travaillant en amont avec les sages-femmes qui nous réfèrent ces nouveau-nés, nous voulons qu'on les réfère dans des conditions optimum avec le contact peau à peau. Et ensuite, nous voulons aussi que ces nouveau-nés soient pris en charge correctement au niveau de notre structure. La première complication dont ces enfants sont exposés, c'est l'hypothermie, comme nous venons de le dire, parce que ces nouveau-nés qui naissent, ils sont immatures, parce qu'ils n'ont pas de graisse, ils ne peuvent pas vraiment avoir une température normale. Il faudrait bien que nous les apportons une couverture pour éviter non seulement qu'ils perdent le peu de température qu'ils ont, ou bien que la température extérieure agit sur eux et baisse la température corporelle du nouveau-né prématuré. La prématurité, c'est tout enfant qui naît avant la 37e semaine d'aménorrhée, soit 8 mois et demi de grossesse. Elle est aujourd'hui l'une des causes de mortalité des nouveau-nés dans le monde. C'est pourquoi plusieurs efforts sont consentis pour améliorer le transfert de nouveau-nés à l'INSEE. Et puis la 3e édition du Forum de l'entrepreneuriat et leadership féminin est lancée à Conakry. Le thème de cette année est Femmes, renforcez votre posture entrepreneuriale pour booster vos activités. L'objectif est d'encourager les femmes à travailler pour leur autonomisation. Mamadou Tanouba. C'est une rencontre dédiée aux femmes entrepreneurs et aspirantes résolues à participer au développement du monde des affaires dans leur pays, la Guinée. Le thème de la 3e édition du Forum de l'entrepreneuriat et leadership féminin, Femmes, renforcez votre posture entrepreneuriale pour booster vos activités, a été expliqué par la présidente du FODELF, Massiré Touré. Renforcer ses capacités, c'est booster ses activités, c'est permettre à mieux accroître son chiffre d'affaires et aussi à être formalisé, parce que pour bénéficier de tout ce qu'on nous dit qu'il y a comme accompagnement pour la femme et qu'on doit être vraiment formalisé, organisé, structuré. Même l'atelier qui suit, c'est ça, comment avoir un business organisé et structuré. Djenab Kamara, étudiante en licence 2, et Fanta Kaba, toutes entrepreneurs, sont venus profiter du partage d'expériences dans le monde entrepreneurial féminin. Je me suis dit, c'est pas en fait en restant, genre après les études, je vais faire quoi. Quand tu as la possibilité, maintenant tu te lances. C'est ça en fait. C'est une occasion de réseautage et surtout de rencontre des jeunes filles entrepreneurs et tout. C'est un réel plaisir pour moi. Très connue dans le milieu politique, Dr Makale Traoré est avant tout entrepreneur. Elle est venue partager ses 25 ans d'expérience au FODELF. Quand vous avez de l'argent divisé par 3, une partie que vous investissez, une partie que vous utilisez dans votre fonctionnement, mais la 3e partie, vous devez la garder. Parce qu'il y a des jours sombres pour que vous vous permettez que vous vous relevez. Parce que dans la vie, il n'est pas interdit de tomber, il n'est pas rare de tomber. Ce qui est inadmissible, c'est de ne pas se donner la capacité de se relever. La représentante du ministre de la Promotion féminine et de l'enfance a dit l'engagement de son département à accompagner les femmes entrepreneurs de Guinée pour permettre leur autonomisation. L'insalubrité, on en parle dans ce journal. Le phénomène persiste toujours à Conakry, malgré les mesures prises par les différents gouvernements et la présence des PME pour la collecte des déchets. La capitale guinéenne continue l'affront avec les ordures. Les citoyens préfèrent inonder les points d'apport volontaires présents à chaque carrefour que de s'abonner au PME, une situation qui ne favorise pas la salubrité de la ville. Diena Boucham a rencontré le président de la CONAG. Voici son reportage. Rendre la capitale Conakry propre est bien possible. Pour cela, il faut que les citoyens acceptent de s'abonner au service de pré-collecte des ordures en vue d'éviter les ordures dans les caniveaux. Sékou Keïta est le président de la coordination nationale des acteurs de l'assainissement de Guinée. Il fustige cette malheureuse situation. Quand tous les producteurs de déchets, y compris les ménages et les opérateurs économiques, s'abonneront au service de pré-collecte chez les PME, il n'y aura pas de déchets dans les caniveaux, il n'y aura pas de points noirs, et même si l'hivernage vient,
il n'y aura pas de déchets dans la rue. L'État est en train de tout mettre en œuvre pour mettre la population dans un état de propriété. Il y en a qui pensent qu'il faut être des petits malins, gérer les déchets autrement pour ne pas payer les déchets, alors que les déchets doivent être payés au même titre que l'électricité ou l'eau. Pour un cadre de vie idéal, il faut que les citoyens soient conscients des enjeux environnementaux qu'ils encourent quand les ordures sont mal gérées, poursuit-il, d'où l'implication de tous. Il faut que la population prenne la conscience que ce service de bonne gestion des déchets-là, ça va dans leurs propres intérêts. Et ça nous fait éviter des maladies épidémiques liées à l'insalubrité et ça donne un cadre de vie idéal. PAV, les points d'apport volontaires de 600 litres qui sont installés le long des axes. Les ménages préfèrent la gratuité au service payant. C'est ça qui handicape un peu le système aujourd'hui. La sensibilisation serait le meilleur moyen pour lutter efficacement contre l'insalubrité, mais cela doit être accompagné de sanctions, suggère cet acteur. Je vous le disais au sommaire, les habitants de la préfecture de Macenta vivent dans des conditions très précaires. Ils sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment le manque criard d'infrastructures sociales de base. Tenez-vous bien, l'agriculture étant l'activité principale de cette ville, ces citoyens ont du mal à vivre de fruits de leur travail, une situation qui plonge les habitants dans une extrême pauvreté. Macenta en trésor inexploré. C'est un reportage grand format de Lansana Fofana. Macenta, une préfecture située dans la région forestière de la Guinée, à plus de 760 km de la capitale Conakry. Ce matin, le soleil est encore très ardent. La ville vibre au rythme des activités. Nous débutons notre périple sur ces voiries urbaines de Macenta. Pour circuler sur ces routes, il faut se préparer à affronter la boue ou la poussière, car la presque totalité des voiries de la ville se trouve dans un état piteux. Aucune couche de bitume, encore moins de béton. Abdoulaye Traoré est un jeune natif de Macenta. Rencontré sur l'une des voiries, il s'indigne de cette réalité. Par exemple, certaines périodes de l'année, telles que la période hivernale, pendant les saisons pluvieuses, vous verrez que vraiment même l'accès, quitter ici pour redescendre d'autres quartiers, ça ne sera pas du tout facile. Les populations souffrent de plus en plus par rapport, n'est-ce pas, à la situation actuelle de cette route. Selon des informations, le gouvernement de transition a octroyé 11 km de bitume à la préfecture de Macenta. Les travaux ont démarré depuis le mois d'octobre 2022. Mais jusqu'à présent, le chantier peine à être achevé. La ville de Macenta ne manque pas seulement de routes. Ici, l'eau potable et le courant électrique sont aussi des denrées très rares. Ici, le courant est aléatoire. Quand tu as le courant aujourd'hui, tu peux passer des jours dans le noir. Et puis, ce n'est pas tous les quartiers de Macenta qui ont le courant. L'eau potable, on n'en parle même pas. La terre de Macenta est propice à l'agriculture. La vie d'ici ne tient qu'au travail de la terre. Tous les types d'agriculture sont pratiqués, mais les habitants ne tirent presque aucun profit de leurs ressources agricoles. Au grand marché, nous rencontrons Mamadou Samba Diallo. Il est acheteur de café depuis des années. Selon lui, la culture du café de Macenta est dans l'impasse totale. Normalement, pour travailler le café, il devrait avoir un coin un peu éloigné de la ville. Parce qu'en voir ici, il y a la route ici, c'est pas goudronné. Et comment dire, la poussière va rentrer. Encore, le café encore de la ville, quand même, il y a certains coins, les cafés sont meilleurs par rapport à l'autre aussi. Pour comprendre l'apport des autorités dans le cadre du développement de cette ville, nous nous sommes rendus à la mairie de Macenta. À notre grande surprise, le maire Nyenego Gilavogui nous reçoit avec une multitude de préoccupations pour la ville, comme s'il nous attendait. La commune a besoin d'une place de martyrs. Nous avons cherché à parler tout doucement aux transporteurs de libérer la ville. Il faut que les différents ronds-points de Macenta soient embellis. Nous avons besoin
d'un musée dit des noms. Nous en avons assez. Nous avons besoin. Le stade préfectoral qui est là, c'est préfectoral. Mais aujourd'hui, ça concerne beaucoup la commune. Nous voulons créer un autre stade, un peu loin de la ville, parce que ce stade-là ne peut plus satisfaire la population de Massanta. En 2020, la préfecture de Massanta a été émaillée de violents affrontements intercommunautaires entre les Toma et les Tomamania. Un affrontement qui a coûté la vie à plus de 10 personnes et plus de 50 blessés. Aujourd'hui, ce moment sombre de l'histoire de Massanta se conjugue au passé car les deux communautés ont décidé de se mettre ensemble pour le développement de cette ville. Massanta a plein de potentialités agricoles et minières. Mais 65 ans après l'indépendance de la Guinée, le vent de développement tarde encore à souffler sur cette ville. C'est pourquoi chaque année, 3 jours sont dédiés à la sensibilisation, à la concertation, mais aussi aux festivités culturelles. Une manière de permettre aux habitants de renforcer les liens d'amitié et de fraternité afin de permettre à Massanta de prendre son envol. Bonne nouvelle pour les utilisateurs des bouquets StarTimes en Guinée. Ils peuvent désormais suivre les rencontres de la Ligue Anguico-Presse. En marge d'un point de presse tenu hier jeudi, la direction générale annonce l'acquisition des droits de diffusion de la compétition en collaboration avec la Fédération guinéenne de football. L'accord exclusif s'étendra jusqu'à 10 ans et les matchs seront diffusés sur une nouvelle chaîne. Son nom est Amobi Amarabangwa pour le compte rendu. L'industrie de promotion du football guinéen s'agrandit. La direction générale de StarTime obtient l'accord exclusif de diffusion des rencontres de la Ligue Anguico-Presse. Il est l'aboutissement d'un travail collectif entrepris depuis plusieurs mois entre le comité de normalisation, la Ligue guinéenne de football professionnel et la direction générale. C'est avec un immense honneur que nous annonçons notre acquisition des droits de diffusion pour la Ligue Anguico-Presse en Guinée pour la prochaine décennie. Cette réalisation témoignait de l'engagement et du dévouement de StarTimes à la croissance et au développement du football africain. La durée de cet accord de partenariat est de 10 ans. Pour assurer la diffusion en direct des matchs de la Ligue Anguico-Presse, une nouvelle chaîne a été créée et baptisée Amobi, dont la production a été confiée à Dioma Media, preuve de l'engagement pour la valorisation du contenu local. Amobi, de par la définition, c'est quoi? A-mo-bi, c'est 3 mots. Ces 3 mots sont en Soussou, Pulaar et Malinké. Ça veut dire tout simplement quoi? Ambe en Malinké, Mobi en Pulaar et Mobirin en Soussou. Donc, ce qui veut dire que c'est la chaîne qui nous rassemble. Ce partenariat scellé vient répondre à plusieurs besoins, dont ceux liés aux droits TV et au soutien financier pour les clubs. Le président de la Ligue guinéenne de football professionnel se réjouit et revient sur le contenu de cet accord. Ce partenariat permet pour la première fois, je dis bien pour la première fois, d'instituer les droits télé, les droits TV en Guinée, avec une clé de répartition inédite. 84% au bénéfice des clubs et 16% pour la Ligue en frais de gestion pour la Ligue guinéenne de football. Les clubs percevront des droits à hauteur de 30 millions de francs guinéens par saison les premières années et 60 millions de francs guinéens les années suivantes. L'autre particularité est que les revenus générés par la chaîne Amobi seront partagés entre la Ligue guinéenne de football professionnel et StarTimes à raison de 70% pour StarTimes et 30% pour la Ligue guinéenne de football professionnel les premières années et à raison de 50-50 après amortissement de l'investissement. Sport toujours, belle opération pour le Sili national de Guinée cet après-midi pour son entrée en lice en éliminatoire du mondial 2026. Serhou Guirassy et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 2-1 contre l'Ouganda.
Des buts marqués par Agibou Kamara à la 10e minute et Seydou Bassissé à la 95e minute. Une victoire qui permet à la Guinée de s'octroyer, j'y arrive, ces 3 points. Si certains supporters se réjouissent de cette victoire, d'autres restent moins optimistes sur la qualification de la Guinée au mondial. Ibrahim Alassane Kamara. Il est 13h à Conakry. Dans ce bar-café situé à Imbaya dans la commune de Matoto, des supporters mobilisés pour suivre ce match qui oppose la Guinée à l'Ouganda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sili national de Guinée arrache sa première victoire, mais dans la douleur. C'est la joie. Le Sili actuel est différent de celui d'avant. Auparavant, la Guinée jouait pendant la première période. Et la deuxième période, les joueurs jouent défensivement. Et actuellement, les joueurs jouent bien durant toutes ces 2 périodes. Je suis très content. Malgré cette victoire de l'équipe de Kaba Diawara cet après-midi au Maroc, cet autre supporter reste pessimiste quant à la qualification du Sili à la prochaine Coupe du Monde. Comme moi, ne connais pas le destin, mais en tout cas, ce que je vois là, je ne vois pas un Sili qui pourra se qualifier avec cet effectif-là. Vraiment. Grâce à cette victoire, le Sili national de Guinée a désormais 3 points dans ce groupe G. Il occupe la 3e place après l'Algérie et le Mozambique. Prochain rendez-vous de la Guinée le 21 novembre prochain contre le Botswana. Félicitations à la Guinée. À Madagascar, environ 60% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes pour le premier tour de la présidentielle d'hier. Jeudi, l'opposition qui a appelé au boycott remet en doute l'impartialité du scrutin. Les résultats de ce scrutin sont attendus le 24 novembre prochain. Salimatou Diallo. Taux de participation au scrutin dont les résultats préliminaires doivent être annoncés le 24 novembre prochain est d'environ 39% selon une estimation officielle de la commission électorale dont l'impartialité est mise en doute par l'opposition. Le collectif de 10 candidats opposés au chef de l'État sortant, Andry Rajoelina, et rassemblant notamment 2 ex-présidents malgaches, avait toutefois annoncé plus tôt dans la soirée d'hier jeudi une participation au plus bas dans l'histoire électorale de Madagascar, aux environs de 20%, selon des chiffres qui leur ont été transmis par des observateurs internationaux. 11 millions d'inscrits devraient choisir entre Andry Rajoelina et 12 autres candidats officiels, dont 2 du collectif qui n'ont pas fait campagne. Alors que le dépouillement a commencé, le résultat qui ne devrait être connu que dans plus d'une semaine risque de plonger encore la crise politique dans l'île de l'océan Indien. Le 2e tour, si nécessaire, est prévu le 20 décembre. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Kavi TV et au revoir. Thank you.